On utilise tous des plugins Figma, mais comment faire son propre plugin? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut être un développeur? Est-ce qu'un designer peut créer son propre plugin? Dans ce tutoriel, je te montre les bases pour créer ton plugin. Pour ça, on va devoir rentrer un petit peu dans le code, mais tu vas voir, on voit ça de façon tout à fait abordable. Bien sûr, ce sera plus facile si tu as déjà fait un petit peu de JavaScript. Et si tu as des questions, tu peux rejoindre la communauté Discord Design System School. Je te mets le lien en commentaire de la vidéo. Alors avant de commencer, vous aurez besoin de deux choses. Tout d'abord, d'avoir Node.js d'installer avec npm. Donc pour ça, il suffit de se rendre sur Node, le site Node.js. Ici, vous pouvez le télécharger ou sinon sur Mac, vous pouvez aussi directement utiliser Homebrew. Donc voilà, différentes façons, mais en tout cas, ça va être nécessaire d'avoir Node.js et npm installé sur votre ordinateur. Et un éditeur de code. Donc moi, j'utilise Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et bien sûr, Figma. Donc pour initier un plugin sur Figma, il n'y a rien de plus simple. On fait clic droit sur un fichier, plugin. Ici, on retrouve développement et vous allez faire New Plugin. On va donner un nom de ce plugin, par exemple tutoriel YouTube. Là, ça va être que pour Figma, donc je vais choisir Figma Design. Je fais Next. Donc ici, j'ai le choix pour le type de plugin que je veux. Je vais choisir ici Custom UI. Et je fais Save. Et je vais enregistrer mon plugin. Ok, mon plugin a été créé. Je vais faire Open Folder. Donc là, je me retrouve dans le code de mon plugin. Donc moi, je vais ouvrir ce plugin dans Visual Studio Code. Ok, donc là, j'ai le code de mon plugin. J'ai un fichier HTML et un fichier ici .ts, c'est du TypeScript, donc une façon de faire du JavaScript. Et ici, le fichier JS. Alors, tout d'abord, je vais ouvrir un terminal. Donc, je vais ouvrir le terminal du Mac. Je vais aller choisir le terminal. Et donc, si je fais CD et le chemin de mon répertoire, ça va me permettre de me positionner au bon endroit. Ou sinon, si j'ai ici mon Explorer, enfin le Finder, je fais un glisser-déposer. Et là, directement après le CD, ça m'a mis le chemin. Je fais entrer et je suis au bon endroit. Donc là, il va falloir installer les dépendances. Donc pour ça, je vais faire npm install. Et là, j'ai juste à attendre que tout s'installe. Je vais avoir ici un répertoire Node module qui vient se rajouter. Et c'est bon. Donc là, je vais fermer ça. Alors moi, je préfère avoir le terminal ici directement dans Visual Studio Code. Donc je vais faire New Terminal ici. Et une fois que c'est fait, si je vais ici sur package.json, je peux voir ici dans le script, j'ai build et j'ai watch. Donc je vais faire npm run et là soit build soit watch. Donc je vais faire watch, ce qui va me permettre de compiler le code dès qu'il va y avoir une modification. Ok, alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller ici sur Figma et je peux déjà lancer le plugin que je viens de créer. Donc qui s'appelle tutoriel YouTube. Et donc j'ai une petite fenêtre, Rectangle Creator, count, j'ai un nombre et j'ai deux boutons, Create et Cancel. Si je vais voir dans mon code, ici sur UI.html, je retrouve ici H2 Rectangle Creator, count, ici un input avec la valeur donc, qui est à 5 et mes deux boutons et un petit peu de JavaScript en dessous. Donc ici déjà on peut voir que le code le visuel du l'UI de mon plugin se trouve ici. Et là, je peux faire de l'HTML, je peux faire exactement tout ce que je veux. Par exemple, ici, je peux encapsuler ça dans une div. Je mets tout ça. Et si par exemple, ici, background color, je mets ça à red. Voilà, on voit ici les changements qui se sont opérés automatiquement dès que j'ai sauvegardé. Donc pour l'instant, ça ne va pas m'intéresser. Donc je peux enlever tout ça. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment c'est conçu.
Alors du coup, j'ai deux fonctions ici. Donc j'ai un one-click sur le bouton Create, donc Get Element by ID. Ici, j'ai un bouton avec l'ID Create. Et ici, j'ai la même chose, un Get Element by ID sur Cancel. Et je retrouve Cancel ici. Ensuite, ici, j'ai Textbox. Et en fait, il vient me récupérer ici, du coup, mon élément qui a l'ID count, qui correspond en fait à cet input, avec l'ID count qu'on retrouve ici. Ici, j'ai une variable count. Donc parseInt, c'est pour transformer la valeur ici, donc il y a une chaîne de caractères en nombre. Et donc, il vient me récupérer textbox, donc l'input.value, ce qui me permet de récupérer la valeur qui se trouve ici. Et ensuite, parent.postMessage, plugin message, le type c'est create rectangle. Et je viens récupérer count, donc la valeur qui est ici. Qu'est-ce que ça fait? Si je fais create, ça vient me créer 5 rectangles. Je vais les enlever, je vais relancer mon plugin. Et si ici je mets 3, create, là j'ai bien 3 rectangles qui se sont créés. Et donc j'ai une autre fonction ici, cancel, donc qui va avec le type qu'on appelle cancel. Ici on peut mettre vraiment ce qu'on veut, donc pour le type. Et donc là, ça me ferme uniquement le plugin, ça fait rien d'autre. Donc on voit que j'ai un fichier code.js et code.ts. Alors le code.js, on va jamais y toucher. C'est ici qu'on va faire. En fait, quand le watch s'opère, il va transformer le code TypeScript qu'on a ici en JavaScript pour le code.js. Donc nous, on va uniquement modifier le code.ts. Alors si on regarde, ici on a pas mal de commentaires. Je vais tout enlever, on n'en a pas besoin. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc ici, on a figma.showUI HTML. Donc ça, c'est pour venir afficher en fait ce que j'ai à cet endroit. Ensuite, j'ai figma.ui.onMessage. Et là, j'ai message, j'ai deux choses. J'ai type et count. Et donc, là, on voit une condition. Si message.type égale create rectangle, alors là, j'ai du code qui vient s'exécuter. Et si on regarde ici ce que j'ai dans mon fichier UI.html, le type, ici, il est défini à ce moment-là. Et create rectangle, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de communiquer entre l'UI du plugin et vraiment le code du plugin, de ce qui va agir dessus. Donc ici, en fait, je vérifie si le type du message qui est envoyé correspond à create rectangle, j'exécute tout ça. Donc à partir du moment où je clique ici, donc sur mon bouton create, j'envoie au plugin, donc post message, je lui envoie ici le type create rectangle. Et comme valeur, je lui envoie count. Donc si on regarde ici, il me définit donc une liste de nodes qui correspond à l'objet setNode, qui est un tableau. Et dessus, en fait, là, donc on récupère bien le count, donc le nombre qui est renvoyé par l'input. Donc par défaut, c'est 5. Et là, j'ai une boucle. Et donc, il va m'exécuter la boucle autant de fois que ça correspond par rapport au count qui est défini ici. Ensuite, j'ai const rect égale figma.createRectangle. Donc là, ça vient directement sur l'API Figma qui me permet de créer un rectangle. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il passe dans la boucle ici, il va créer un rectangle. Ensuite, rect, on va définir une position x qui est égale donc à i correspondant au numéro où il est dans la boucle fois 150. Si je regarde ici, si je relance mon plugin, ici, donc position x il a 0, ici il a 150. Et à chaque fois, il va incrémenter en fait de 150 à chaque fois. Donc ici, ça me permet, on voit, de définir la position de mon objet. Ici, fields,
c'est un tableau qui me permet de rajouter des couleurs. Parce que sur Figma, Fills, on peut rajouter plusieurs couleurs. Donc c'est une liste de couleurs qu'on va retrouver ici. Figma.currentPage AppEnShield Rect. Donc là, il me dit en fait sur la page courante, donc là où je suis, tu vas créer le rectangle à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Et ensuite, dans le tableau node qu'on avait au-dessus, donc tu viens de me rajouter à chaque fois ce rectangle-là. Ensuite, figma.currentPage.selection. Donc, ce qui est sélectionné sur la page courante, ça correspond à node. Donc, la liste ici de tous nos rectangles. Et ça me permet de se positionner visuellement sur la sélection. Donc, si on regarde ici, quand je fais mon action, je fais Create. J'ai bien mes 5 carrés qui se sont créés. Ils sont tous sélectionnés. Et donc, au niveau du zoom ici, Scroll and Zoom to View, et ben, ça m'a bien positionné ici, là où je voulais. Si par exemple, je me mets à ce niveau-là, hop, on va supprimer ça. Donc, je me décale vraiment dans l'interface. Et si je recommence, Create, hop, il est revenu me zoomer et la vue là où mes carrés se sont créés. Ok, alors imaginons que je voudrais sélectionner uniquement le premier carré. Alors je vais venir ici, sélectionner node, je vais faire des crochets. Et ici, je remets mes 2 crochets après node, je mets 0, ce qui va m'indiquer que je veux récupérer l'élément du coup 0 de la liste du tableau, sachant que sur un tableau, on commence à compter à 0. Donc node 0, ça va être mon premier carré. J'enregistre et je reteste mon plugin, je fais Create, et là ça m'a sélectionné uniquement mon premier carré. Si ici je change, je mets 1, ça va me sélectionner mon deuxième carré. Ok, donc ça c'est nickel. Maintenant on va pouvoir un petit peu à jouer avec le plugin. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va ici rajouter, donc dans un P, on va rajouter page name par exemple, et on va faire un input. Donc ça va être un type texte, value, et je vais mettre ma page. Si je lance mon plugin, j'ai bien ici page name, ma page, et là si je fais create, bah forcément ça ne change rien, j'ai juste mes carrés de sélectionner. Ce que je voudrais maintenant, c'est d'avoir un bouton où quand je clique dessus, ça va me créer une page avec le nom ici que je vais définir dans l'input. Donc pour ça, on va rajouter un nouveau bouton. Button ID, on va mettre create page. Là, je vais mettre create new page par exemple. Ok, j'enregistre. Sur mon plugin, j'ai bien mon bouton qui est là. Par contre, effectivement, si je clique, ça ne fait rien du tout. C'est normal parce que j'ai aucune action qui est définie sur ce bouton. Alors, du coup, on va se mettre ici. Je vais faire document get element by ID. Donc là, je vais venir récupérer l'ID de mon bouton qui est create page. Point onClick égale, donc c'est une fonction. Et là, on va envoyer un message au plugin. Donc je vais faire parent.postMessage. Donc plugin message. On va mettre type et on va l'appeler create page. Je mets à la fin, avant la dernière accolade, je fais virgule et l'étoile entre côtes. J'enregistre. Et maintenant, si je vais aller sur mon plugin, là je vais rajouter une nouvelle condition. Donc je vais mettre if message.type égale. Et là je vais faire create page
Est-ce que j'avais mis en S? Oui. Alors là, ici, je vais pouvoir définir les actions création de la page. Donc ici, je peux déjà faire par exemple un console.log pour vérifier si je passe bien à ce niveau-là. Et là, je vais mettre création de page. Ok, donc c'est enregistré. Je vais aller sur mon plugin. Et maintenant, pour voir les éléments de la console, ici, je vais faire plugin, développement et show hide console. Et là, j'ai la console de Chrome qui s'affiche. Maintenant, si je fais create new page, j'ai bien création de page qui s'est affichée, qui est ici. Et donc mon plugin se ferme parce que ici j'ai figma.closePlugin. Si je le mets en commentaire, je recommence. Je fais ici create new page. J'ai bien mon log qui se remet et là le plugin ne se ferme plus par contre. Et si je fais ici create, donc ça va créer les rectangles, le plugin ne se ferme toujours pas. Si je veux en revanche que le plugin puisse se fermer, et ben j'ai juste à mettre cette fonction ici dans la condition, là où il écoute l'action create rectangle. Si j'enregistre, ici je refais create pour créer les rectangles, et là le plugin se ferme. Et si je relance mon plugin, par contre si je fais create new page, là il ne se ferme plus. Donc je vais enlever ça ici. Ok. Alors maintenant je voudrais créer une nouvelle page. Donc pour ça, je vais faire figma.createPage et des parenthèses. J'enregistre. Là, je fais create new page et j'ai une page 2 qui vient de se créer. Pour l'instant, ça ne correspond pas au nom que j'ai défini ici. Donc je vais supprimer cette page-là. Pour pouvoir appliquer un nom à cette page, je vais ici faire const new page égale figma.createPage. Maintenant sur new page, je vais lui définir un nom. Donc new page.name égale ma super page. Donc là, je vais venir définir le nom que je veux donner à cette page. J'enregistre et si je teste, create new page, j'ai ma nouvelle page qui s'est créée et qui s'appelle bien ma super page. Par contre, ça ne prend pas en compte ce que j'ai dans mon input ici. Donc, au niveau ici du message que j'envoie au plugin, je vais ici rajouter page name. Là, ça, il ne le connaît pas. Donc, pour ça, je vais faire const. Je vais mettre page name input égale document.getElement by ID. Et là, du coup, ça va être cet ID là. Donc, je vais rajouter ici un ID page name. Je vais le copier, je le mets ici. Et là, const page name égale, donc c'est page name input point value. Donc là, on va vérifier si je récupère bien cette valeur. Donc pour ça, on va refaire un console log, console.log page name. Alors là, si je regarde, il va me dire qu'il ne trouve pas page name, il ne sait pas ce que c'est. Et ben, je vais venir ici rajouter page name et string, parce que du coup, c'est une chaîne de caractères que je lui passe. Ou count, c'est un nombre, donc là, je suis bien sur une chaîne de caractères. Et maintenant, là, je vais mettre msg pour message.pagename. J'enregistre. Et si je fais create new page, et donc j'ai bien ici ma page. Si je change, je refais create new page, là je récupère bien ma valeur. Donc du coup, ça, message.newPage, je vais le remplacer au lieu de ma super page.
J'enlève mon console log. Je vais supprimer ces pages-là. Et si je fais Create New Page, j'ai bien une nouvelle page qui s'est créée avec marqué ma page. Là, si je mets ma nouvelle page, Create New Page, j'ai bien une nouvelle page qui s'est créée. Ok, donc là, on a vu déjà comment agir avec le plugin pour créer une page dans Figma. Maintenant, on va créer d'autres éléments. Par exemple, si je voulais créer une frame dans cette page-là. Donc, je vais faire const. Non, pour l'instant, je vais mettre juste Figma. Point. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'accéder à tout ce que m'offre le plugin. Create frame. J'enregistre. Et là, si je fais Create New Page, il m'a bien créé une frame ici en plus. Si, imaginons, je voudrais qu'il vienne me le créer dans cette page-là et venir directement sur cette page. Et ben, pour l'instant, on voit bien que ça me le crée sur page 1. Alors, pour ça, je vais faire const frame égale, donc je vais l'appeler new frame. Et ce qu'on voyait ici, c'était que il m'avait créé du coup mes carrés dans ma page courante. Donc avec AppnShield ici. Par contre, ma page courante, on est d'accord que ici ça reste page 1. Donc il va commencer par falloir définir la nouvelle page créée comme étant la page courante. Alors pour l'instant, je vais mettre ça en commentaire et on va faire une fonction await figma.setCurrentPage async. Et donc je vais ici définir quelle page je veux en page courante et ce sera new page. Alors là, j'ai des erreurs partout parce que il faut que je rajoute async ici pour pouvoir utiliser le wait. Donc là, j'enregistre, je fais create new page et là, il est venu me sélectionner ma nouvelle page. Donc ça marche, parfait. Et donc maintenant, je vais reprendre cette logique-là, figma.currentPage. Donc maintenant, ça va être la nouvelle page, AppnShield et mon élément. Donc je refais la même chose, figma.currentPage.AppnShield. Et donc, ça va être ma nouvelle frame. Donc tu la récupères ici, new frame. J'enregistre. Je change le nom de ma page pour être sûr que ça marche toujours. Create new page. Et là, c'est bienvenu sur ma nouvelle page. Ça l'a mis le bon nom. Et ça m'a créé ma frame dans cette page-là. Si je retourne sur page 1, j'ai aucune frame qui est créée. Donc j'ai bien la frame ici qui est au bon endroit. Maintenant, je voudrais donner un nom à cette frame. Et bah, ça va être très simple. Je vais prendre new frame .name et je lui donne le nom que je veux. Ma nouvelle frame. Si on teste de nouveau, create new page. Et là, j'ai bien ma frame qui s'appelle mon nouvelle frame. Hop, je veux que ce soit ma. Maintenant, je vais vouloir définir une taille à cette frame. Et bah, je fais new frame .resize. J'ouvre les parenthèses et donc je vais ici, je vois, il me faut un width en nombre et un height en nombre. Et bah par exemple, le width ça va être 500, le height ça va être 300. J'enregistre. Ici, je resupprime tout, create new page. Et là, j'ai bien ma nouvelle frame qui s'est créée, qui fait 500 pixels de large et 300 de haut. Donc par défaut, on voit ici que le X et le Y, ils sont à 0. Par exemple, ici, on peut dire new frame.x égale, on va mettre 300 et new frame.y égale 100. J'enregistre. Là, je vais créer une nouvelle page. Create new page. Donc, je suis bien sur ma seconde page.
Et là, on voit bien que ça me l'a décalé à 300 sur le X et à 100 sur le Y. Donc là, je commence déjà à pouvoir manipuler un petit peu ce que je veux insérer ici dans ma page. Maintenant, quand je crée mon élément, je voudrais que ça vienne zoomer directement dessus. Parce que comme on a vu à l'instant, je vais supprimer tout ça. Si je recommence, je fais Create New Page. Et là, on voit que ça ma frame, elle vient en décalé ici. Je ne suis pas zoomé au milieu dessus. Donc, comme on avait ici, sur l'exemple, je vais pouvoir faire ça. Figma Viewport, scroll and zoom into view. Donc, on va refaire la même chose. Figma.viewport.scroll and zoom into view. Et là, entre parenthèses, du coup, ici, ça venait récupérer les nodes. Là, moi, nodes, je ne l'ai pas, il ne le connaît pas. Donc, plutôt que de l'appeler nodes, on va faire une scène, par exemple. Donc là, je lui mets vraiment le nom que je veux. Dans le type, donc ce sera une scène node. Il faut que ce soit un tableau. Et ça va être égal à frame. À new frame plutôt. Donc là, je viens insérer node, la scène ici. Donc là, je viens récupérer un tableau qui a uniquement ma nouvelle frame dedans. On va recommencer. Et là, je fais Create New Page. Et là, je suis bien zoomé au bon endroit. Pourtant, je suis bien toujours à 300 pixels et à 100. Donc là, ça me permet de me positionner à l'endroit où je crée mes éléments. Petite pause pour te dire que je prépare aussi une formation pour faire un plugin en React qui sera disponible sur designsystem.school. Et si tu veux que je te montre la réalisation d'un plugin spécifique dans cette formation, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Pense aussi à t'abonner et à liker la vidéo. Allez, on y retourne. Ok, alors maintenant on va vouloir mettre un texte. Donc pour ça, je vais appeler la fonction figma.createText. J'enregistre. Ici, je reteste mon plugin et j'ai bien un texte qui vient de s'insérer. Par contre, on voit que le texte est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Donc on va commencer par lui donner un nom. Donc une nouvelle fois, const new text égale figma.createText et new text.name égale mon texte. Là, si je reteste, create page, donc j'ai bien ici un texte avec son nom, mon texte. Par contre, les caractères à l'intérieur sont toujours vides. Donc ici, ça ne va pas être le name, cette fois, ça va être characters. Donc si je fais new text.characters égale mon nouveau texte. Donc si j'enregistre, alors je vais supprimer là les différentes pages que j'ai pu créer. Je relance, create new page, pardon. Donc là, j'ai mon texte qui se met. Et par contre, les caractères sont toujours vides. Et je peux voir ici dans la console, j'ai une erreur qui est par rapport à set characters. Et en fait, c'est par rapport au chargement de la fonte. Donc, il ne retrouve pas. Donc pour ça, je vais appeler une nouvelle fonction. Donc je vais venir l'appeler ici juste après figma.ui.onMessage. Et ça va être un await figma.loadFontAsync. Donc c'est une fonction qui va passer un objet. Donc cet objet, il aura family. Je vais passer donc la famille de la fonte que je veux, donc inter. Et le style, ça va être regular. Donc j'enregistre. Et si je reteste, je supprime, je vide ma console pour voir les erreurs. Je fais create new page. Et là, j'ai bien mon texte qui a fonctionné. Donc là, ça va me permettre aussi de charger ici les fontes dont je vais avoir besoin. Et si on regarde, je suis bien sur la fonte inter en regular. Alors maintenant, je voudrais que ce texte, il s'insère à l'intérieur de ma frame. Et voilà, sur la même logique, ici, ça va être du coup newFrame.appendChild et newText. Si j'enregistre, je relance. Et là, j'ai bien donc mon texte qui se met à l'intérieur de ma frame.
Et là, je pourrais créer une nouvelle frame, par exemple. Donc, on va faire const frame header égale donc figma.create create frame new frame.appendChild frame header. Donc, ce qui fait que là, frame header, ma nouvelle frame, va se créer à l'intérieur de new frame. Donc, si je teste ça, je relance. Et là, j'ai bien ici une frame qui s'est créée à l'intérieur de ma nouvelle frame. Donc, frame header, je vais mettre ici, frame header.name égale header. Et mon texte, je vais vouloir le mettre à l'intérieur de header. Donc, au lieu que ici, ce soit new frame, et bien ici, ce sera frame header. Et si j'enregistre, je reteste, create new frame. Donc, j'ai bien ma nouvelle frame avec à l'intérieur header et à l'intérieur mon texte. Donc voilà, ce qui me permet vraiment d'imbriquer ici les éléments les uns dans les autres. Maintenant, imaginons que cette frame-là, je voudrais que ce soit un auto-layout. Alors pour ça, je vais venir modifier donc new frame, donc ici. On va faire un console log de new frame pour voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au moment où il se crée, je ferme ça, create new frame, new page, pardon, et donc là j'ai mon console log de ma frame avec toutes mes options que j'ai. Et donc on va tout voir, hein. Ici on va retrouver les effets, les fields, etc. Et il y a quelque chose qui va nous intéresser, c'est layout mode ici. Ici il est à none, parce que ce n'est pas un auto layout. Si je transforme en auto layout, ici on va avoir layout mode qui correspond en fait à l'axe vertical ou horizontal. Et bah du coup, on va paramétrer ce layout mode. Ici, si je fais new frame.layout mode, et là, je vais avoir le choix entre horizontal, none ou vertical. Donc ici, je vais mettre vertical par exemple. Je vais enregistrer. On supprime ça. Create new page. Et là, on voit que donc ma nouvelle frame ici est devenue un auto layout sur l'axe vertical. Si je change, je mets horizontal. En toute logique, on s'en doute, ça va créer mon auto layout sur l'autre axe, sur l'axe horizontal. Donc ça c'est parfait. Là on voit maintenant déjà comment transformer un auto layout. Alors je vais repasser sur ici vertical et on va relancer notre test. Alors create new page, ok, je suis bien revenu ici. Celui-là, on va aussi en faire un auto layout, header. Alors, donc, va de la même façon, frameheader.layoutMode égale, donc lui, on va le mettre à la verticale, par exemple. On va retester ça, create new page. Donc, j'ai bien ici mes deux auto-layouts. C'est parfait. Et sur cette auto-layout-là, on va pouvoir rajouter du padding aussi, par exemple. Donc, si on regarde ici sur notre console log qu'on avait ici, j'ai différentes valeurs, padding left, right, top et bottom au-dessus. Donc là, je vais pouvoir, avec ces valeurs-là, en fait, définir du padding. Donc si je fais frame header.padding bottom égale 16, par exemple, donc je vais copier cette ligne 4 fois. Donc là, ça va être padding left, padding top, padding right. Ok. J'enregistre, je reteste. Je vide ma console cette fois, create new page. Et là, j'ai bien ici mon padding qui s'est créé. Donc j'ai bien 16 partout. Et si par exemple sur le top, on va mettre 8 pour tester. Create new page. Donc ici, sur header, j'ai bien ici le padding à top qui est 8. Donc je vais pouvoir comme ça régler mes paddings indépendamment. Là on voit ici que au niveau du width, il est en fixe. Donc ça on va pouvoir aussi le paramétrer.
Donc on va refaire un console log pour regarder un petit peu les options qu'on a. Donc je fais console log, ça va être frame header. Hop, je supprime tout ça. Create new page, j'ai mon console log. Et si je vais voir dans la documentation du plugin, donc quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, il faut faire bien attention au niveau de la documentation d'être sur plugin API et pas widget ou REST API, qui sont des API du coup différentes. Donc ici je vais chercher Axis, donc j'ai Primary Axis Sizing Mode. Donc si je regarde, ici je peux avoir Fix, Stretch et Auto. Alors, donc ici je vais venir copier ça. Si je fais ici frameheader.primary axis mode égale, et là j'ai auto ou fixe. Et ben je vais le mettre en auto. Si j'enregistre, alors avant de le retester, je vais regarder à quelle valeur il était jusqu'ici. Alors c'est axis. Non, primary, pardon. Alors, primary axis mode. Oh, bah là, il me fait des erreurs. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais pouvoir le tester. Je supprime cette page-là. Create new page. Donc là, on voit qu'il est toujours en fixe. On va essayer ici de le mettre à l'horizontale. Donc il était à la verticale, je le passe à l'horizontale. On va retester. Hop, je relance. Et là, il est bien en hug. Si ici, je le passe cette fois en fixe, je relance, je supprime tout ça. Create new page. Là, ils sont tous les deux passés en fixe. Alors, du coup, c'est dû, en fait, primary axis mode, axis sizing mode. En fait, il va changer par rapport au layout mode. Si, par exemple, ici, je repasse en vertical. Donc, ici, on disait auto. Donc, je relance. Create new page. Donc, il est bien en hug sur le primary axis mode, en fait, là, qui va correspondre à la verticale, parce que je suis sur la verticale. Ici, du coup, si je le passe en fixe, là, cet axe-là va passer en fixe. On teste. Create new. Et là, il est bien passé en fixe. Donc, pour changer le deuxième axe, ça va être ici, je cherche counter axis sizing mode. Donc, c'est cette valeur-là qu'il va falloir changer. Donc ici, je mets counter axis sizing mode et là, je le mets en auto. Donc si je reteste, donc il est bien passé ici en auto sur l'horizontale. Et si on veut refaire le test, ici, je mets fixed. Je vais relancer une nouvelle page. Et donc là, il est bien passé en fixed. Et si je le remets ici en auto, axis sizing mode, donc lui, il va être en fixe. Donc si je teste, create new page, là j'ai bien l'horizontale qui est en fixe, donc qui correspond alors là, je me suis trompé ici, primary axis sizing mode, du coup je vais le passer en fixe, et le counter en auto. Donc on va supprimer tout ça, je recrée une page, et donc là j'ai bien le primary, donc parce que je suis à la verticale, c'est celui-ci qui est en fixe, primary en fixe, et le counter, celui-ci, donc qui est en auto. Et si je réinverse ici, je repasse en horizontal, create new page, et bien on voit bien ici que c'est l'inverse qui s'est fait.
Donc counter et primary vont dépendre et vont varier en fait selon le layout mode que j'aurai défini. Donc voilà pour manipuler un petit peu les auto-layouts. Alors maintenant, ce qui pourrait m'intéresser ici, c'est de récupérer en fait les éléments qui sont ici imbriqués les uns dans les autres. Donc, je vais venir ici. Ici, je vais faire un console log de new frame. Alors, on va supprimer tout ça. Create new page. Alors, je dois avoir un autre console log qui traîne. Ouais, ici, je vais enlever celui-là. Je vais relancer. Hop, je supprime avant. Je relance. Ok, j'ai plus qu'un console log. Nickel. Donc maintenant, ici, j'ai children. Si je regarde, children, donc, c'est un array, donc un tableau, avec une seule donnée. Parce que dans mon élément, ici, j'ai un enfant, qui est header. Si je l'ouvre, si je cherche ici le name, c'est bien header. Ok, donc c'est le bon élément. Et header a lui-même un enfant. Ici, on voit que c'est un text node. Et pareil, on va aller chercher le name pour vérifier. Le name, c'est bien mon texte. Donc ici, je vois qu'à l'intérieur des données, en fait, donc je vais pouvoir ici retrouver les enfants imbriqués les uns dans les autres. Typiquement, on va essayer de faire une boucle sur les enfants. Donc, par exemple, je vais faire donc une boucle sur donc i le way. Du coup, ça va être new frame .children. Ok, donc là ici je vais mettre i. Hop, ici je remets le i. New frame.children à ce niveau-là. Et là, on va l'appeler children. Et si je fais un console log ici de children.name, alors ici on voit que j'ai une petite erreur. Donc c'est parce que il faut que je vienne ici récupérer donc length. Ok. Donc là, si j'enregistre, j'enlève tout ça, create new page. Là, j'ai bien mon header qui vient se mettre. Et donc là, ça va me permettre ici de récupérer un petit peu tous les enfants que j'ai dans ma nouvelle frame. Si par exemple, on va faire, hop, ici, pour le test, on va faire frame, je vais mettre new frame de, body frame par exemple, figma.create frame, ok, body frame.name égale body, et donc on va le mettre dans new frame.appended body frame. Ok, donc là j'enregistre, je supprime tout ça, je relance, et là il est bien venu me récupérer header et body. Donc là il va venir me lister tous les enfants que j'ai à l'intérieur donc de la frame sur laquelle je boucle. Parce que du coup là je fais la boucle sur les enfants de new frame. Si là frame header, j'enregistre, je supprime ma page, je vide ma console, je relance. Là j'ai header. Ah oui, c'est parce que au niveau de new frame, donc ici il faut que je reprenne aussi frame header. Ok, on relance, create new page. Donc là c'est bien mieux récupérer les enfants qu'il y a dans header. Maintenant, ce que je voudrais, donc je vais revenir en arrière, ok, sur new frame. Ce que je voudrais, c'est de pouvoir lister les enfants d'une frame par exemple, et s'il y a les enfants dedans, venir les récupérer et ainsi de suite. Alors on va, pour ça, donc je vais enlever ce console log ici, on va faire une fonction,
Donc on va venir se placer tout en haut. Alors on va venir créer une nouvelle fonction. On va l'appeler par exemple children loop. Alors ici en paramètres, on va venir récupérer donc les enfants, donc children. Donc ici on va faire la boucle sur du coup les children. Donc on va venir récupérer hop, le for qu'on avait ici, on va venir le placer dans notre fonction. Donc ça va être notre tableau du coup d'enfants. Donc là au lieu de new frame ici, on va venir ici récupérer directement children. Là, hop, je vais l'appeler child ici. Là, child.name. Ok, donc là il me fait une erreur par rapport au type. Donc le type, je vais venir le spécifier ici. Et alors si je mets setNode comme ceci, là je vais venir récupérer donc cette boucle là. Je vais la mettre, donc on va venir boucler ici, children loop, et donc ça va être new frame.children. Alors là on voit que j'ai une petite erreur par rapport à hop, cette note qui est en read only. Donc pour ça, ici dans le type, je suis un petit peu plus haut. Ici, on va venir préciser read only. Ok, donc là j'ai plus d'erreur. Donc ce que ça fait, c'est que cette fonction, elle va venir en fait boucler sur le tableau ici que je vais passer. Et le tableau que je passe en utilisant ma fonction, donc c'est bien les enfants de newFrame. Donc si je teste, delete page, create new page, pardon. Et donc il est bien venu récupérer ici. Hop. Je vais relancer, j'ai vidé mon console log. Je relance, donc il est bien venu ici me récupérer donc header et body. Maintenant je voudrais que si par exemple dans header et ici dans body il y a des enfants, bah, qu'ils viennent me les récupérer et ainsi de suite. Et bah pour ça, dans ma fonction ici children loop, et bah je vais relancer la fonction. Et donc ici ça va être, alors je la mets pas ici ma fonction, je la mets dans mon for, et donc ça va être child.children. Donc là il me refait une erreur par rapport à cette node. En fait je vais lui mettre une petite condition, parce que les enfants ils seront uniquement si j'ai une frame. Du moins je veux vérifier uniquement les enfants de la frame. Donc je vais mettre si child.type est égal à frame. Hop, je remets ça ici. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais venir ici boucler sur tous les enfants. Et si dans ces enfants-là, il y en a un dont le type est frame, je vais venir ici relancer la fonction sur ces enfants à lui. Donc si on récapitule, ici, je vais venir boucler sur les enfants de ma nouvelle frame. Et si ces enfants-là sont chacun des frames, et ben je vais venir ici lister leurs enfants à eux. Donc si on teste ici, delete page, create new, et donc, alors je vais revider la console pour être sûr de rien laisser. Donc là, je récupère bien header, lui, mon texte et body. Donc on les voit bien ici, header, mon texte et body. Ce qui va ici permettre de récupérer tous les enfants que j'ai à l'intérieur. Et en fait de venir ici parcourir tout l'intérieur de mes frames. Donc là je peux comme ça manipuler un petit peu tous mes objets avec, avec l'API Figma. Ça va être set-padding pour l'ID ici de notre bouton. Ça on n'en a pas besoin. Ici, on va l'appeler différemment, on va l'appeler apply padding, mais ça pourrait être la même chose, hein, ça pourrait être set padding. Ok, et ici, on n'a pas besoin de passer page name. Donc, je vais enregistrer ici sur mon plugin. Alors, hop, je vais venir ici, donc je vais faire if msg.type égale. Donc, je disais apply-padding.
Et donc, ce qu'on va récupérer ici, ça va être déjà l'élément sélectionné au moment où on va cliquer sur le bouton. Donc pour ça, on va l'appeler selection, donc const selection égale figma.currentPage.selection. Donc on va faire un console log de ça pour voir ce qu'on a derrière. Alors si je clique ici sur set padding, donc je récupère bien ici, là on voit que c'est un objet, donc c'est une liste de frames. Donc ici j'ai l'élément 0 parce que j'en ai sélectionné qu'un seul. Si j'en sélectionne deux, je refais ici, donc on voit que j'ai bien deux éléments. Donc on va vérifier si l'élément, en imaginant qu'on n'en sélectionne qu'un seul, l'élément sélectionné est bien une frame. Donc on va faire if selection, donc l'élément 0.type égale frame. Et là, on va venir appeler notre fonction childrenLoop. Et donc les enfants, ça va être donc selection 0.children. Alors maintenant, on va modifier un petit peu notre fonction. Donc ce qu'on va vouloir, c'est donc d'appliquer le padding. Alors ici, on va définir une base qui va être notre valeur initiale du padding. Donc base, ça va être un nombre. Alors on va mettre ici un point d'interrogation pour dire que ce paramètre-là est facultatif dans la fonction, parce qu'on utilise aussi la fonction sur le createPage. Et à ce niveau-là, du coup, on va dire child.paddingBottom va être égal donc à la base plus 8. Pourquoi 8? Parce qu'on imagine ici, par exemple, que j'utilise une grille de 8, donc pour aller de 8, 16, 24, 32, etc. Alors base ici, il me dit qu'il peut être à undefined, du coup je vais lui dire as number. Ok, donc je vais copier cette ligne 4 fois, et là je vais remplacer. Donc il y aura le top, le left, le right. Alors j'enregistre, et donc ici je vais bien passer donc les enfants de ma première frame sélectionnée, donc qui correspond ici, et donc la base ici, je vais mettre 8. Et ici, du coup, je n'oublie pas de repasser donc dans cette fonction qu'on rappelle, de repasser du coup la valeur. La valeur qui va être égale donc à la nouvelle base pour recalculer, pour faire l'incrémentation. Donc moi je vais reprendre child.paddingBottom. Donc ce qui fait que quand il va repasser ici, il va reprendre la valeur de child.paddingBottom. Donc ici, je vais tout mettre à 0. Hop. Ok, et donc si je lance cette padding, donc j'ai le premier qui est à 0, en dessous 16, 24, 32. Alors j'ai juste un petit souci à ce niveau-là, j'aurais voulu qu'il soit à 8. Parce que là, du coup, je passe de 0 à 16. Du coup, c'est ici. J'aurais dû mettre 0 à ce niveau-là. Donc si je relance cette padding, alors je suis à 0, 8, 16, 24. Donc là, j'ai bien mon incrémentation qui se fait. Je passe le premier à 0, le second à 8, celui-là à 16 et celui-là à 24. Voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel sur le développement des plugins Figma. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.